Et oui, salutations les rôlistes, bienvenue, les amis. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver avec, Jean-Baptiste qui est juste à côté de moi. Salut JB. Salut Harry, content de te retrouver. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fin d'année très, très chargée, très épuisante, hein, je rappelle. Moi je travaille, toi tu es bibliothécaire, hein? C'est ça. Donc tu sais ce que c'est le poids des livres. Moi, je m'occupe du rayon bande dessinée d'une grosse enseigne de produits culturels dont le nom est en 4 lettres, hein. Et donc la fin d'année est toujours très épuisante. Cette année, ça a été plus que d'habitude. Donc oui, moi aussi, je suis très content de vous retrouver. Mais par contre, ce qui est assez dingue, hein, c'est que je me suis absenté 2 mois. Je reviens, c'est la révolution. Et ouais, c'est ça. C'est la révolution. Et ouais. Euh, Wizard of the Coast a profité de ton absence, en fait. Ah, c'est dingue. Non, non, mais c'est complètement dingue. On est là justement, Jean-Baptiste, je te remercie une fois de plus pour discuter de cette fuite, hein, de ce leak, comme on dit en anglais, sur le prochain OGL. Alors, tu as vu hein, la toile, j'allais dire bruisse de ça. Non, elle bruisse plus. Là, c'est Elle brûle, hein. ah Ouais, là, elle brûle. Elle brûle complètement parce qu'il faut dire que l'annonce de Wizard of the Coast, elle est d'une ampleur cataclysmique, hein, et elle risque d'avoir des conséquences assez importantes, d'où les réactions. Parce que je me mets à la place des gens qui en entendent parler sans vraiment, tu vois, être au fait de la situation. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa qu'avec JB, là, on parle un petit peu du sujet pour essayer de défricher la chose. Alors, si tu veux bien, on va commencer par le commencement, à savoir rappeler, prendre quand même quelques mesures de précaution, me semble-t-il, bienvenues, à savoir rappeler que c'est une fuite. Voilà, nous on en parle aujourd'hui vendredi, et en fait le souci c'est qu'aujourd'hui il s'est passé énormément de choses, Ouais, et notamment Wizard of the Coast pour la première fois il y a à peu près 2 heures s'est exprimé publiquement, ils ont fait une réponse publique, et le problème c'est que cette réponse publique, enfin non c'est pas un problème, cette réponse publique confirme le leak, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'est pas enflammé pour des prunes, hmm, que même si Wizard of the Coast, dans sa confirmation donc, qui vient d'arriver, dit mais ce n'était qu'un document de travail, ça à la limite c'est ce qu'ils affirment. C'est pas l'impression que ça donnait vu les réactions de la communauté, mais eux affirment que ce n'était qu'un document de travail, mais ce qui confirme bien que ce document existait sous la forme qui a enflammé Internet. absolument. Et puis, on peut se dire que la réaction des acteurs économiques de l'industrie du jeu de rôle, ce sont quand même des professionnels, donc ils n'auraient pas fait la série d'annonces auxquelles on a assisté s'ils n'avaient pas des sources quand même plutôt sûres. Tout à fait. Quand on voit les gens de chez Nord Games, par exemple, qui ont annoncé en disant nous ne changerons rien et s'il faut aller au procès, nous irons au procès, ils l'ont annoncé publiquement sur leur page. Quand on annonce ça, c'est qu'on n'est pas sur du bruit de couloir, c'est qu'on a C'est quelque chose ça. de concret sous les yeux et qu'on tient à s'exprimer sur ce sujet-là. Absolument. Alors, on va faire un bref rappel des faits quand même, hein, histoire que on parte tous avec les mêmes infos. Euh, Très rapidement, Wizard of the Coast, c'est donc une entreprise donc, américaine hein, qui est née, je regardais un petit peu rapidement, dans les années 90, 1990, nous dit monsieur Wikipédia, par Peter Atkinson, hein, qui est un des auteurs de Donjons et Dragons historiques, et qui a été racheté par Hasbro en 99. Moi, je me souviens particulièrement de cette époque un petit peu de pionnier parce que c'est à cette époque Mais oui, que bien sûr. Wizard of the Coast donc avait publié l'un de ses tout premiers jeux de rôle avant même de parler de Donjons et Dragons et qui était Everway, un jeu de rôle qui a jamais été traduit et qui était très très avant-gardiste et vraiment super intéressant. À la suite de ça, ils sont rachetés pardon par Hasbro en 99 et c'est à partir de là que, à partir de la troisième édition, que naît l'idée de l'OGL, l'Open Game License, et qui est une sorte d'autorisation, en gros, hein, que Wizard donne pour utiliser son contenu un peu à la façon du code source d'un logiciel hein, qui serait donné pour un développement par des développeurs tiers. C'est ça. C'est Ryan Dansey qui est une des deux figures derrière cette OGL, cette Open Gaming License. Et lui, il a donné une conférence il y a 2 jours, je crois, sur le sujet, parce qu'évidemment, tout le monde lui a demandé
son avis par rapport à ça. Et lui, il utilisait la métaphore du téléphone pour parler de la valeur de Donjons et Dragons et de ce qu'apportait l'OGL, en disant un téléphone, dans l'absolu, ça ne vaut rien. Un téléphone, ça ne vaut que si vous avez d'autres personnes avec des téléphones que vous pouvez appeler. Et lui, il disait que la philosophie de l'OGL au départ, c'était finalement une philosophie d'occupation du terrain, qui est de dire, plus il y a de personnes qui créent du contenu pour Donjons et Dragons, plus mécaniquement, on va avoir de joueurs de Donjons et Dragons. C'était pas même si je pense que chez lui, il y avait une véritable idée de donner le jeu pour toujours à tout le monde, il y avait quand même une stratégie marketing derrière qui était de dire euh, un excellent supplément sorti par quelqu'un d'autre que nous, indirectement, ça nous rapporte quand même quelque chose. Et donc, Absolument. cet esprit-là qu'a été créé l'OGL, qui était l'idée qu'effectivement, n'importe qui pouvait créer du contenu pour Donjons et Dragons, notamment chez nous, effectivement, Chroniques oubliées, copier, coller les documents, les règles de base du jeu et en faire à peu près n'importe quoi. Alors, il y a un vrai débat par rapport à l'OGL qui est, on voit énormément de choses, mais il y a un vrai débat par rapport à l'OGL qui est de dire est-ce qu'une règle peut être déposée, est-ce qu'une règle peut être protégée? Alors c'est quelque chose d'assez technique et en fait personne n'a de réponse facile à cette question. Et justement l'OGL c'était une réponse facile à cette question qui était de dire si vous copiez-coller uniquement ce qu'on vous permet de copier-coller, il n'y aura pas de litige entre nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sûrs de gagner le litige, mais ce qui est sûr, c'est vous êtes dans les clous, nous, ça nous va. Et c'était ça, l'OGL, pour Donjons et Dragons 3 au départ. C'était donc cette autorisation à partir du moment où vous n'utilisez pas des éléments très spécifiques de DD, cette autorisation de faire ce que vous voulez pour Donjons et Dragons, et aussi à côté avec le document de référence du système, le SRD, vous pouvez même copier-coller des pans entiers de règles à nous et en faire ce que vous voulez. Eh oui, absolument. Wizard of the Coast, en fait, avait défini une série de termes qui sont identity, une sorte de propriété intellectuelle sur des termes très, très précis. Hein. Par exemple, tu ne pouvais pas utiliser Forgotten Realms, par exemple. En tout cas, tu ne pouvais pas le traduire. Beholder, par exemple, de mémoire, parce qu'ils sont tellement liés à l'identité, à la marque Donjons et Dragons, que ils ont fait en sorte que tu puisses pas t'en servir librement, en tout cas pas gratuitement, parce que il existe donc la Dungeon Masters Guild qui est l'espèce de marketplace de Wizard of the Coast où des auteurs tiers peuvent venir publier du contenu même avec des termes qui sont protégés, mais tu n'es pas sans savoir que, du coup, tu es obligé de reverser des royalties absolument impressionnantes à Wizard of the Coast. Et donc, ils rentrent dans leur... Si tu vas sur la DM's Guild, alors la DM's Guild, c'est une spécificité qui date de DD5. Il n'y avait pas au début de DD3. Mais si ton document est sur la DM's Guild, tu perds tes droits dessus. Wizard a les droits sur ce que tu as publié chez eux. Par contre, en échange, tu as le droit effectivement d'utiliser tous leurs termes propriétaires et même leur banque d'images. C'est-à-dire que tu peux illustrer ton supplément avec les illustrations officielles de DD. Sans oublier, bien entendu, leur marketing qui est hyper agressif, hein, puisque du coup, ton produit peut être mis en avant, il y a des critiques. Et n'oublions pas également le développement de D&D Beyond, hein, avec tout l'aspect dématérialisé qui représente une fortune absolument colossale. Hein, et c'est ce vers quoi ils veulent s'orienter de plus en plus. Donc, si on continue un petit peu dans l'histoire de cette OGL, on a donc cette OGL qui permet à tout un tas d'éditeurs tiers, comme je l'ai montré, comme par exemple Goodman Games, de créer Dungeon Crawl Classics. En France, on a donc Chroniques oubliées qui se crée, et puis tout un écosystème qui se crée. Et aujourd'hui, donc Wizard of the Coast arrive avec en ligne de mire la prochaine itération de Donjons et Dragons prévue pour 2024, qu'ils ont décidé d'appeler One D&D, et de façon très cynique, maintenant, je crois qu'on a compris pourquoi One. Hein. Ouais. Alors après, je voudrais revenir un peu sur les deux exemples que tu as utilisés, à savoir DCC et Chroniques oubliées, qui ont la même spécificité, c'est-à-dire l'OGL, à la base,
je sais pas, je suis pas dans la tête des gens quand ils l'ont créé, mais à la base, c'était pour permettre à tout un chacun d'accompagner Donjons et Dragons. Or, le Donjons et Dragons, troisième édition au départ. Or, la spécificité de DCC et de Chroniques oubliées, c'est d'être des jeux à part entière. Ce ne sont pas des suppléments pour Donjons et Dragons, ce sont des Donjons et Dragons avec le numéro de série limé, avec des choix thématiques, notamment chez Dungeon Crawl Classique, qui a quand même une tendance très particulière et qui diffère sensiblement. Par exemple, on ne peut pas faire les mêmes parties avec Dungeon Crawl Classique qu'avec la 5e édition de Donjons et Dragons. Complètement. Par contre, Chroniques oubliées, c'est quand même très proche en termes d'ambiance de Donjons et Dragons classique. On a des personnages très héroïques, des super pouvoirs, des choses comme ça. Et donc, l'OGL a permis la création de contenu pour aller avec Donjons et Dragons, les deux plus connus de l'époque des D3 étant sans aucun doute Midnight et Cobalt Press. Ouais, la production Cobalt Press, par exemple. Voilà, mais ça c'est pour DD5, mais à l'époque de DD3, il y avait déjà eu Midnight pour la 3.5. Oui. Il y avait eu Ptolus, qui était encore un cas éditorial très intéressant, puisque Ptolus était quand même un supplément OGL écrit par un des auteurs du jeu. Chez Monty Cook. Ouais, c'est Monty Cook qui écrit Ptolus au départ. Et donc, il y a des gens qui ont écrit des suppléments pour Donjons et Dragons 3, et il y a des gens qui ont écrit des Donjons et Dragons, des moteurs alternatifs. Tu en as montré un certain nombre. Et là, ce que tu montres avec le tome des bêtes qui a été traduit pour Héros et Dragons, donc voilà, le livre des monstres, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, le Tome of Beast, c'est pour la DD5, c'est toujours basé sur cette OGL, et en fait, c'est cette petite compagnie, enfin petite compagnie assez solide qui s'appelle Kobold Press, a sorti un livre, un bestiaire supplémentaire pour DD5 en se basant sur l'OGL, en disant on a le droit de le faire, on fait un bestiaire pour DD5, et c'est ce bestiaire qui a été traduit par Black Book Edition dans le cadre de Héros et Dragons, qui est un cas d'école, puisque Héros et Dragons, c'est littéralement un clone de Donjons et Dragons 5e édition, clonage rendu possible par l'existence de l'OGL, puisque on pouvait faire un copier-coller en toute légalité des règles de DD5 et les utiliser pour faire ce qu'on voulait. Exactement. Donc, énormément de compagnies se sont créées. Et donc là, aujourd'hui, Wizard of the Coast, par le biais de cette fuite et donc de la confirmation dont tu viens de nous parler, eh bien, change subitement la règle, brutalement la règle. Alors, vas-y, dis-nous comment. Annonce qu'ils veulent changer la règle. Alors, c'est ça qui est très compliqué. Dans le leak d'origine, il faut savoir, pour garder les choses et pour comprendre pourquoi les gens sont très, très, très énervés, il faut garder quelque chose en tête. C'est-à-dire que tout le principe de l'OGL, le fait que les gens se soient investis personnellement, financièrement, les créateurs dans l'OGL, était basé sur l'idée qu'il n'y avait aucun retour en arrière possible. C'est-à-dire que Wizard of the Coast ne pouvait pas changer d'avis. Ça a été affirmé pendant plusieurs années sur le site même de Wizard of the Coast. Il y avait une FAQ, donc questions fréquentes sur l'OGL, où on demandait explicitement, alors évidemment cette page de FAQ a disparu, oui. Wizard of the Coast, mais sur Internet, rien ne disparaît vraiment, et donc évidemment on peut la retrouver. La question était posée explicitement, est-ce que vous pouvez à un moment décider d'arrêter l'OGL? Et il était répondu explicitement non, on ne peut pas, c'est irréversible. Parce qu'elle est censée être perpétuelle. Perpétuelle. Et même si elle évolue, et c'est ça le point de détail crucial, oui. Même si elle évolue, c'est marqué noir sur blanc dans l'OGL d'origine, même si elle évolue, les anciennes versions restent valables. Et c'est là-dessus que Wizard essaye actuellement de jouer. Ça fait 23 ans que c'était comme ça, il n'y avait eu aucun problème. Il faut quand même remettre les choses aussi pareil dans le vrai. Je vais me permettre une rapide parenthèse. Quand DD4 sort, Wizard essaye de créer autre chose, parce qu'ils sentent bien qu'avec cette histoire d'OGL, ils ne sont pas hyper à l'aise non plus quand même avec cette histoire-là. Le fait d'avoir permis à des concurrents de se mettre en place, à d'autres jeux de se mettre en place, ça les titille un peu. Et donc, pour DD4, ils essaient de mettre autre chose en place qu'ils appellent la GSL, et qui était un peu la répétition de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Sauf qu'à aucun moment,
ils ne décident d'annuler l'OGL précédente. Ils veulent mettre la GSL, mais ils n'annulent pas l'OGL. Ils avaient affirmé pendant des années qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils n'essayent pas de le faire. Et c'est cette non-annulation qui fait que quand DD4 arrive, Paizo Publishing crée Pathfinder. Et on a vécu cette Pathfinder qui est DD3 cloné, littéralement. Ouais. On a vécu cette scène quand même absolument terrible et qui, je pense, a été un trauma à un moment ou un autre pour les gens de chez Wizards of the Coast et d'Hasbro, où à la fin de la vie de DD4 était derrière Pathfinder en termes de vente. C'est-à-dire qu'une entité, un concurrent, vendait leur propre jeu, puisque c'est DD3, et leur taillait des croupières. Ce qui, je pense, était très compliqué pour eux, mais il n'en reste pas moins que quand ils sortent DD5, donc ils tentent leur remontada, puisque DD5, c'est on va essayer de récupérer notre public qui nous avait boudé à cause de DD4, on essaie de tout récupérer. Il n'en reste pas moins que 2 ans après la sortie de DD5, ils sortent un SRD, un document de référence, donc on peut copier-coller, et DD5 est OGL. Et à partir de là, c'est là qu'évidemment, chez les Français notamment, Agathe Édition et Black Book, puisque désormais DD5 il y a un SRD à copier-coller, sortent nos 2 spécificités nationales qui sont Feu, Héros et Dragon, maintenant remplacés par Roll and Play, le jeu de rôle, et Dragon chez Agathe. Et donc, on se retrouve à avoir 2 clones de la 5e avant même d'avoir la 5e, puisque, on s'en souvient, Wizard ne pensait pas que le marché français était intéressant et à l'époque ne comptait pas traduire Donjons et Dragons. Absolument. Avant que finalement Wizard se rende compte que ma foi, si, il y a des ronds qui se perdent sur le vieux continent et décident donc de reprendre en main la traduction dans les langues étrangères de Donjons et Dragons et donc, en gros, siffle la fin de la récré pour les éditeurs tels que Black Book et Agathe. Donc ça a été le premier coup de semonce. Tout à fait. Et donc là, ce qui se joue en ce moment, c'est que Wizard of the Coast, dans le document de travail que nous avons eu entre les mains, donc le premier leak, la première fuite, qui a vraisemblablement été transmise par quelqu'un de chez eux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de membres de leur équipe qui ont été catastrophés par ce qu'ils ont lu, dit, en gros, nous allons faire évoluer l'OGL vers une nouvelle version, et c'est là que se joue la clé, qui va annuler toutes les précédentes. C'est-à-dire que les autres ne sont plus valables, et cette nouvelle version a des conditions absolument inacceptables pour quelque éditeur que ce soit. On a beaucoup parlé des royalties, mais à la limite, c'est absolument pas le pire. On va en parler. Voilà. Moi, je peux pas m'empêcher de penser. J'ai pas pu m'empêcher de penser à 2 choses lorsque j'ai appris cette histoire de leak. La première, c'est de me dire que, comme on vient de l'évoquer avec Pathfinder, d'une certaine façon, j'y ai vu une espèce de revanche. En fait, c'est peut-être mesquin, mais une revanche de Wizard of the Coast sur notamment Paizo, pas que, mais notamment Paizo, et sur cet épisode que tu viens de rappeler, où Pathfinder a bien failli avoir la peau de Donjons et Dragons. Moi, je me souviens d'avoir lu effectivement à l'époque des articles où c'était historique. Un jeu de rôle tiers basé sur Donjons et Dragons se vendait dans le monde mieux que Donjons et Dragons lui-même. C'était absolument incroyable. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu quelque part la réponse du berger à la bergère. Et deuxièmement, je peux pas m'empêcher aussi de faire une certaine association qui me semble peut-être pertinente. Tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a quelques mois de cela, donc Hasbro a nommé à la tête de Wizard of the Coast une femme qui arrive de chez Microsoft. Et ça m'a fait sourire parce que pendant des décennies, Microsoft a eu moi, ce que j'appelle un peu la stratégie du clapier. C'est-à-dire que Microsoft s'est incrusté dans l'industrie informatique. Elle est rentrée dans tous les foyers, en fait, avec son système Windows, avec sa suite Office. Et je me souviens, pareil, d'avoir lu des articles de professionnels qui disaient que, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu quand même une époque où ça se piratait énormément, avant l'avènement de la fibre optique, etc. Où ça se piratait, où on trouvait des versions pirates de Windows et de Office partout. Et en fait, Microsoft ne réagissait pas tant que ça. Parce qu'en fait, ça procédait d'une certaine stratégie, finalement, qui est très maligne, c'est que les gens, du coup, s'auto-formaient aux produits Microsoft. C'est l'occupation du terrain. Exactement. Mais on pourrait faire un parallèle pop culture. Je ne sais plus quel
personnage de la chaîne HBO, on lui avait demandé qu'est-ce que vous pensez du fait que Game of Thrones soit la série la plus piratée de tous les temps. Et sa réponse avait été limpide. Elle avait dit c'est la série la plus piratée de tous les temps parce que c'est la série la plus regardée de tous les temps. Voilà, c'est ça, Et, c'est ça. D'une certaine façon, c'est un petit peu ce que Wizard of the Coast a mis en place, me semble-t-il. C'est une espèce de stratégie du clapier, moi j'appelle ça, hein. oui. Ils ont mis en place une version pour D&D 5, une version basique que tu peux télécharger pour tester le jeu gratuitement, avec juste les 4 classes iconiques, une sélection de sorts, etc. Mais que tu pouvais télécharger gratuitement. Il y a eu le SRD, et maintenant que on a atteint un niveau de popularité juste inédit, hein, puisqu'on a eu la popularisation, comme tu le disais, par la pop culture, avec Stranger Things, avec tout le monde du showbiz qui a déclaré son amour pour Donjons et Dragons. Aujourd'hui, ça représente absolument un pognon de dingue. Et donc, Wizard décide de récupérer et de finalement changer les règles du jeu en cours de route. En cours de partie. Et c'est ça qui est considéré comme inacceptable. Pour autant, et alors, je tiens à préciser, je considère que c'est absolument inacceptable. J'ai fait une précédente vidéo sur une autre chaîne où j'étais très très énervé. Je suis plus Ouais. maintenant, mais je reste fondamentalement à 100% opposé à ce qui est en train de se passer. Pour autant, il faut quand même expliquer, remettre les choses dans leur contexte. Et c'est précisément ce succès qui, à mon avis, en ayant pris le temps d'y réfléchir, est la cause de tout. Pourquoi? Tout simplement parce que Donjons et Dragons a atteint une masse critique, une masse énorme, et tellement énorme que déjà les investisseurs, les actionnaires chez Hasbro se sont rendus compte que en fait Hasbro ne tenait financièrement que grâce à Magic et Donjons et Dragons. C'est-à-dire Ouais. que Donjons et Dragons avant, chez Hasbro on s'en foutait, maintenant on s'est rendu compte que ça rapportait des montagnes de thunes. Ils ont ces nouveaux dirigeants qui ont été formés. Il faut savoir qu'elle ne vient pas que de chez Microsoft, hein. Avant, elle bossait dans le tabac. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une vision d'occupation du terrain très particulière. Et ces gens-là ont décidé qu'il fallait maintenant que la marque Donjons et Dragons soit en gros une marque d'entertainment total, ce qui implique la sortie du film. On vient d'apprendre qu'il y avait un contrat qui avait été signé pour une série Donjons et Dragons. Et je pense que c'est pour ça, et aussi pour leur stratégie de numérisation de la pratique, parce que c'est aussi leur prochain gros chantier. Ils l'ont dit, hein, ils ont annoncé qu'ils estimaient que la marque était under-monetized, donc ils ne gagnaient pas assez d'argent par rapport au potentiel financier de la marque, et ils se sont bien rendus compte de ce déséquilibre fondamental entre le maître de jeu et les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs ne dépensent pas assez pour jouer à Donjons et Dragons, donc il faut faire cracher tout le monde au bassinet, et pour ça, la meilleure opération, c'est le jeu en numérique. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que compte tenu de la masse critique, c'est-à-dire que maintenant, comme tu l'as dit toi-même, Donjons et Dragons est devenu un objet pop culture. Et compte tenu de leurs ambitions, à savoir le fait de faire l'équivalent de ce que fait Marvel avec ses comics, donc occuper les séries, les films et tout ça, mais aussi créer cette dynamique proche de celle des jeux vidéo avec les microtransactions, l'informatique et tout ça, ils se sont sentis obligés de se protéger contre les encore plus gros qu'eux. Parce que fondamentalement, c'est ça qui se joue, c'est-à-dire qu'ils essayent de poser un précaré extrêmement carré pour pas qu'un jour Amazon fasse une série qui serait... Je prends l'exemple parce que Amazon, il y a eu le dessin animé Critical Role. Oui. C'est un cas qui est très intéressant. C'est-à-dire que Critical Role, même si Critical Role est loué à DD, est lié à DD, parce que il y a un partenariat, il y a des suppléments Critical Role dans la gamme 5e et tout ça. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce qu'on voit quand on regarde Critical Role, c'est une aventure entièrement basée sur l'univers mental de Donjons et Dragons, et pourtant Donjons et Dragons n'est jamais cité dans le dessin animé. Et donc, s'ils gardent l'OGL telle qu'elle est avant, n'importe quelle boîte peut décider de faire une série où il y aura un paladin qui fait des smites, un rôdeur qui lance plein de flèches avec ses sorts, un magicien, un machin. Ils affronteront des dragons chromatiques rouge, vert, bleu, machin. Et si
Wizard leur dit, mais ce que vous faites, c'est du Donjon et Dragons. Ah bah oui, mais on s'est basé sur l'OGL, on a le droit, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est ça que Wizard veut défendre. C'est-à-dire, ils veulent pouvoir tout contrôler de ce qui a un lien de près ou de loin avec Donjons et Dragons. Ce qui est compréhensible. Le problème, c'est que pour pouvoir faire cette prise de contrôle, cette reprise de contrôle, ils sont obligés de renier leurs paroles, de renier ce qui est dit depuis 23 ans, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière, et donc de détruire tout ce qui s'est bâti sur cette promesse qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est pour ça que tout le monde est furieux. Donc d'une certaine façon, on peut penser que même le board de Wizard et Hasbro sont surpris eux-mêmes du succès finalement du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, a priori, le gâteau est devenu tellement beau, tellement imposant, si je te suis, et effectivement c'est très très intéressant comme analyse, qu'ils ont peur des prédateurs en fait qui pourraient peut-être même pourquoi pas les absorber, ou en tout cas qui pourraient produire du contenu en se basant sur ce fameux OGL. Et donc, ils décident de le révoquer. Oui, de tout verrouiller. Voilà, il n'est pas dit, certes, cette licence était perpétuelle, mais il n'était pas dit qu'elle était irrévocable. Ouais. Donc, il joue sur cette. Mais oui, c'est une subtilité légale, mais pour autant, alors c'est là où la situation est triste, et on va même dire dramatique d'un point de vue. On pleure, on rit en même temps, parce qu'il y a quelque chose quand même de grotesque. Tragique même parfois. Oui, parce que fondamentalement, ce jeu entre irrévocable et perpétuel, Ryan Dancek, qui est donc le créateur de l'OGL, dit en gros, ce n'est pas défendable. Et il y a un certain nombre d'avocats spécialisés qui se sont exprimés sur le sujet en disant, et c'est ça qui est terrible, si Wizard of the Coast va au procès, ils vont le perdre. Le problème, c'est qui peut se permettre d'aller au procès contre Wizard of the Coast. Attention toutefois, parce que justement, et c'est ça qui est terrible, c'est que notamment Ryan Dancek a lui affirmé qu'il n'aurait peut-être même pas besoin d'une bataille juridique longue. C'est peut-être quelque chose qui peut être statué en une journée de cours. Et donc, fondamentalement, et c'est là qu'il y a quelque chose de désespéré dans la manœuvre de Wizard of the Coast, c'est-à-dire que par leurs éléments de langage, et notamment ceux du tout dernier message, celui d'il y a quelques heures, ils continuent à défendre l'idée qu'ils peuvent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est ça qui est triste. C'est-à-dire qu'ils continuent à dire « nous allons changer l'OGL et invalider les versions précédentes ». C'est un élément de langage, ils le martèlent, ils le disent, alors qu'ils n'ont vraisemblablement, en tout cas selon énormément d'experts, pas le droit de le faire. Donc il y a quelque chose de désespéré dans leur manœuvre. Et ce qu'on voit, notamment vu l'émeute, parce que c'est quasiment une émeute, c'est-à-dire que là, il y a eu des retours absolument tout ce qui compte dans le milieu éditeur tiers de Donjons et Dragons leur a mis un stop, sauf ceux qui sont tenus par un non-disclosure agrément, qui a notamment Critical Role ne sait pas exprimer. Oui, mais ils ne peuvent pas. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Mais tout le monde, ils ont perdu, ils ont toute la bonne volonté, ils ont perdu leur communauté, en tout cas la communauté sur Internet. Ça, ils ont fâché tout le monde. Alors moi, une fois de plus, j'ai pas pu m'empêcher là aussi d'y voir avec un certain cynisme une des règles fondamentales dans le jeu de rôle, Donjons et Dragons n'échappe pas à la règle, c'est de dire que le maître de jeu est maître du jeu. À sa table, il peut modifier les règles du jeu. J'ai un petit peu l'impression que Wizard of the Coast, en fait, d'une certaine façon, d'une façon très cynique, vient d'appliquer cette règle en disant « nous sommes les maîtres du jeu ». Ce jeu, c'est le jeu de la finance, c'est le jeu du business mondialisé. Donc, vous avez joué avec nous selon les règles qu'on a bien voulu imposer, et aujourd'hui, on les change. Et donc, effectivement, ça pourrait prêter à sourire si, en fin de compte, des gens parce que je rappelle quand même que tu es auteur
notamment voilà, chez Le Grume, chez Chibi Édition, on a Ogre Mage, Légende de la Dévoration, que tu as pu sortir, En et qui, 5e édition. en 5e édition, hein, et qui est, voilà, qui est, qui ne peut exister, Un pur produit de l'OGL. qui ne Voilà. peut exister que pour l'OGL. Je ne peux pas empêcher aussi de montrer aussi Folklore Bestiary par les Merry Mushmen, qui est un pur produit, mais magnifique, absolument génial. Vous avez fait un boulot de dingue en revisitant les créatures des folklores, en donnant des éléments de background, de règles. C'est un travail qui dépasse de loin ce que Wizard of the Coast aurait pu proposer. J'ai lu des analyses effectivement très pertinentes sur le sujet qui montrent que Wizard of the Coast, en fait, ils n'ont pas sorti grand-chose. Bah, un exemple, merci pour les compliments pour les Merry Mushmen, et à titre, sans aucune modestie, je pense que c'est un très bon boulot, je suis d'accord avec toi, mais quand on demande sur Internet quels sont les meilleurs bestiaires pour la 5e, c'est Cobalt Press qui est cité quasiment systématiquement, c'est-à-dire c'est meilleur que les bestiaires officiels. Mais à la limite, je ne pense même pas que ce soit ça qui se joue. Je pense qu'ils ont les yeux tournés vers l'avenir. Pour eux, ce qu'ils veulent sécuriser, c'est D&D Beyond, donc la pratique en ligne. Donc, ils veulent interdire tous les autres VTT. En gros, ils veulent dégager Roll20 et compagnie pour s'assurer les microtransactions, etc. Par exemple, ce qui vient de se passer, et notamment, faut savoir, on tape dans le nerf de la guerre. Il y a un certain nombre d'influenceurs fous furieux qui ont dit le seul moyen de leur faire comprendre le message, c'est de vous désinscrire massivement à D&D Beyond. Oui, moi j'ai vu ça, oui, effectivement. Et pareil, on va revenir sur le dramatique et sur le triste, le risible et le triste. Ils ont eu, chez Wizard of the Coast, tellement de désinscriptions suite à cet appel, tellement de désinscriptions, que en Ninja, ils ont changé la méthode de désinscription pour qu'elle soit moins facile à trouver. Mais il faut imaginer le niveau de désespoir des mecs qui voient tout ce sur quoi ils ont parié, c'est-à-dire D&D Beyond. Ils l'ont acheté pour quoi, 146 millions de dollars, je ne sais plus. Enfin, c'est une somme colossale. Oui, c'est colossal, oui. Ils ont parié là-dessus et la fanbase est tellement énervée, tout le monde se casse, ils sont obligés de planquer la porte de sortie pour que ça rappelle le mur de Berlin. Tu sais, pour empêcher les Allemands de l'Est de se casser. C'est d'une tristesse absolue. Oui, absolument. Et moi, je t'avoue que je suis personnellement très surpris de la réaction de la communauté américaine parce que je ne pensais pas, hein, j'étais très peut-être naïf, mais je ne pensais pas qu'ils avaient globalement une telle conscience de ces enjeux, hein, parce qu'après tout, c'est une question de fric. Après tout, on pratique Donjons et Dragons et le jeu de rôle peut-être différemment aussi aux États-Unis de ce qu'on le fait en France, et on pourrait penser qu'ils sont moins regardants sur ces questions, mais comme tu le dis, les réactions sont vraiment très, très, très étonnantes. Et on peut même dire, je ne sais pas ce que tu en penses, que même si Wizard of the Coast aujourd'hui venait à rétro-pédaler, hein, faire marche arrière, putain, mais le mal est fait en fait. La confiance est perdue, la confiance est brisée. Mais pour donner une idée des chiffres, je regardais une vidéo d'un influenceur plus large, c'est un Américain, le mec parle je me souviens plus de son nom, parce que j'ai vu que celle-là de vidéo, je ne l'ai pas mémorisée, mais le type parle de tout ce qui est ludique, il parle jeux vidéo, il parle jeux de cartes à collectionner, et il parle Donjons et Dragons. Et il fait une vidéo sur ça. Et en disant, en gros, le titre de la vidéo, c'est Wizard of the Coast gagne, en gros, le trophée de la compagnie la plus stupide de ces 5 dernières années. La vidéo a fait 2,5 millions de vues en 24 heures. Ouais. Voilà. C'est l'idée de la proportion du truc qui se passe. Aujourd'hui, ils ont parlé de ça dans le Guardians et dans le Financial Times. Et ça, les investisseurs, ils n'ont pas envie qu'on parle de... les actionnaires de chez Hasbro, ils n'ont pas envie de ça, hein, d'ouvrir t'es actionnaire chez Hasbro, tu ouvres ton bouquin, tu as le Financial Times qui t'explique qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Dans leur dernier communiqué, ils ne sont pas encore au stade où ils vont reculer. Ils ont tellement besoin de sécuriser cette marque, de sécuriser tous les univers visuels et de sécuriser la pratique en ligne, que pour le moment, eh ben, ils ne reculent pas vraiment. Ils reculent pas vraiment. Ils donnent des trucs dans leur toute dernière annonce. Ils donnent quelques petits éléments. Oui, on va peut-être abandonner ça. Ils vont abandonner les royalties. Bon, machin.
mais ils abandonnent pas tout. Et notamment, ils persistent sur on ne veut plus de l'OGL telle qu'elle a été pendant 23 ans. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le moment de revenir justement sur les modifications de cette nouvelle OGL. Donc, comme tu l'as dit, des royalties juste considérables. Alors, au-delà de 750 000 dollars, si je me souviens bien. Mais le pire, ça reste quand même la clause selon laquelle, si tu acceptes cette nouvelle licence, eh ben, en fait, tout ce que tu produis leur appartient sans même qu'ils aient à te demander ton avis. C'est ça. Mais alors déjà, pour revenir sur ces 750 000 dollars et pour bien avoir conscience de ce qui se joue, faut savoir que c'est pas le pire, les 750 000 dollars. Enfin, au-delà de 750 000 dollars, tu nous dois 25%. C'est pas le pire. Le pire, c'est et nous sommes susceptibles de modifier ces deux chiffres, donc à partir de Eh oui. 750 000 et 25% à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a signé, c'est dans la première version, donc ils sont revenus dessus. Hein. Mais dans la première version, ils pouvaient te prévenir 30 jours, il leur fallait quoi 30 jours pour te prévenir qu'ils allaient passer plutôt au-dessus de 500 000 et plutôt à 40%. Et tu n'avais rien à dire. Mais en fait, cette OGL, elle était conçue à mon sens, pour ne pas être acceptée, pour que personne ne l'accepte. Il n'y avait aucune raison de l'accepter. Et sur l'annonce qu'ils ont faite aujourd'hui, ils sont en train d'annoncer aussi qu'ils sont revenus sur cette idée de vous céder les droits intellectuels de tout ce que vous proposez, mais il y a un lièvre, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà eu, parce que le problème c'est que là, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est l'annonce, mais on n'a pas eu la nouvelle version de Oui. on ne sait toujours pas à quoi elle ressemble. Et il y a un influenceur qui est quelqu'un qui a lancé le mouvement Désabonnez-vous de D&D Beyond, qui lui apparemment a un bon contact et a pu avoir une version texte de ce qui. Donc maintenant, ils appellent ça l'OGL 2.0. Ils ont abandonné la 1.1, qui était celle qu'ils ont essayé de nous refourguer au départ. Ils sont passés à la 2.0. Et a priori, il y aurait aussi un lièvre sur cette histoire de propriété intellectuelle. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que là, on est face à une société qui est acculée, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu. Pour le moment, ils ont tout perdu. Oui. En tout cas, en termes de bonne volonté de la communauté, plus personne ne leur fait confiance. Donc là, ils temporisent, ils essaient de calmer le jeu. Ils ont fait un discours qui se veut très rassurant, mais je vais me permettre de dire que c'est un discours qui est globalement du pur bullshit. Enfin, je suis désolé, je ne trouve pas d'autres termes. C'est-à-dire Ouais. on est sur du baratin. On est là pour nous dire des choses. C'est pétri de bonnes intentions, mais on jugera quand on aura le texte sous les yeux. Mais le problème, c'est comme tu l'as dit, le mal est fait. Et maintenant, la communauté exige une seule chose, c'est non seulement qu'on reste sur celle de base, sur l'OGL de base, mais qu'en plus ce fameux mot irrévocable soit marqué dedans. Et oui, parce que plus personne ne leur fait confiance, et c'est bien normal. Et voilà. Et le souci, c'est là où il est aussi déjà trop tard, et je pense que tu voulais y venir, c'est que tous les acteurs éditeurs tiers autorisés à s'exprimer se sont exprimés pour dire on signera rien, et en plus, on va prendre nos distances vis-à-vis de Donjons et Dragons 5e édition et de Wizard of the Coast. Ce qui va se traduire, je pense que tu voulais en parler, et notamment par la grosse annonce conjointe de, excusez du peu, Paizo, Cobalt Press, Green Ronin et je crois qu'il y a Chaosium, je ne sais plus, mais en gros des très grosses boîtes qui ont annoncé qu'elles allaient bosser sur leur propre version d'une licence ouverte, donc qui va s'appeler le projet Orc, c'est très drôle, mais c'est Open Role Playing, je ne sais plus quoi. Et l'idée est de remplacer l'OGL, pas le SRD, hein, pas les textes qu'on peut copier-coller, mais La licence. voilà, la licence par une authentique licence ouverte, perpétuelle et irrévocable. Et c'est en ça que je dis que à tout malheur, quelque chose est bon. C'est qu'en fin de compte, on va sortir d'une époque enfin, d'une période qui a été dominée de façon écrasante par Donjons et Dragons.
Paradoxalement, pas par Wizard of the Coast, puisque comme je le disais, la pure production de Wizard of the Coast, elle est pas pléthorique en fait, hein. Mais Ouais, par mais contre, ils en vendent des tombereaux entiers, hein. voilà, mais par contre, en fait, c'est Forcément. tout ce qui a pu se créer sur Donjons& et Dragons qui était omniprésent. Donc, si j'ai bien compris, cette nouvelle licence concernerait un système complètement original? Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont créer une nouvelle licence qui va potentiellement englober tout leur système. Mais donc, par exemple, il est vraisemblable qu'on ait affaire à quelque chose à un moment qui soit de l'ordre de une nouvelle impression de Pathfinder erratée, un Pathfinder 2.2, 2.3, mais qui ne serait plus OGL, mais Orc. C'est-à-dire que on serait pas, ils vont virer tout ce qui restait de copier-coller potentiel de DD3, Ouais. ça dégage. Donc reformuler quelques trucs, faire une version, donc ce sera une Pathfinder 2.5, peut-être même 2.3, ce sera 3 fois rien, mais par contre ce sera sous le nouveau format. Kobold Press, ils ont fait leur annonce, ils ont annoncé ce qu'ils appellent le projet Black Flag, donc le C'est ça. drapeau noir, ce qui est tout un programme en soi. Donc en gros, qui consiste à dire, nous allons faire notre propre clone de la 5e, on commence à y réfléchir. Et ça va être très intéressant, moi je trouve, hein, de voir, les circonvolutions finalement de Wizard of the Coast et de l'équipe de Wizard of the Coast, pour voir un petit peu comment, comment ils vont se sortir de cette situation. Quels impacts sur One D&D, dont on a compris maintenant, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi One, hein, parce qu'en fait, voilà, ils voulaient revenir, à une seule itération de Donjons& et Dragons, unique et incontestée, donc, on va voir un petit peu, parce que tout ça ne va pas se créer du jour au lendemain, je suppose. Non, non, bien sûr. Mais de toute manière, c'est en fait la vraie question, à mon sens, c'est euh, d'estimer en termes d'offres. C'est évident que le marché éditeur tiers a offert énormément de choses. Si vous êtes client français et pourtant vous n'en avez vu que le quart de la moitié du commencement d'un, vous n'avez quasiment rien vu. Pourtant, vous avez déjà vu ce que ça représentait l'OGL. Vous avez vu Brancalonia, vous avez vu Journée Tour Ragnarok, vous avez vu Aventure en Terre du Milieu, vous avez vu Odyssey of the Dragon Lord qui ont été traduits en français, vous avez donc les Tom of Beast qui ont été traduits pour Roll and Play. Vous avez déjà une idée de tout ce que les éditeurs tiers ont pu apporter à Donjons et Dragons 5e édition. Il y a des choses de très très grande qualité. Vous avez vu Midnight qui a été adapté en 5e édition. Tout ça, c'était possible pour l'OGL. Donc, que l'OGL ait permis à DD5 d'avoir une offre pléthorique et qui permettait de suppléer largement les 4 ou 5 sorties par an de la gamme officielle, hein, puisqu'on pouvait vraiment avoir à peu près tout ce qu'on voulait. Il y a des sorties partout, tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait cette offre pléthorique. Pour autant, est-ce que économiquement, ces éditeurs tiers pesaient vraiment beaucoup plus lourd que ne serait-ce qu'un dixième des volumes de vente de la gamme officielle? C'est ça la grande question, en fait. C'est-à-dire que est-ce que cette rébellion des éditeurs tiers et cette perte de confiance chez les joueurs internautes, parce que n'oubliez pas qu'on parle d'Internet, qui fausse un petit peu les choses, est-ce que cette perte de confiance chez les joueurs investis de la communauté et internautes va vraiment impacter les ventes de DD5 à l'échelle où elles sont, puisqu'on parle quand même, le triptyque, il est encore maintenant quasiment 9 ans après sa sortie dans les meilleures ventes d'Amazon. Il faut quand même se rendre compte de la masse de ventes que ça représente. Absolument, et résultat historique pour Hasbro et Wizard, tu en parlais tout à l'heure, hein, qui a dépassé le milliard, hein, je crois, sur son exercice, précédent, donc c'est sûr qu'on se parle de sommes absolument colossales, et je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, peut-être que toi tu as mis le doigt sur cette info, mais je n'ai pas trouvé, par exemple, le poids, des traductions françaises, des versions françaises ou européennes, dans le chiffre d'affaires de Wizard of the Coast. J'ai pas réussi à le trouver, histoire de voir un petit peu ce que ça pèse. Tout ce que je peux dire, c'est que visiblement, ça représente assez de pognon quand même pour qu'ils aient décidé de reprendre en main les traductions. Alors, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais en même temps, vu le peu d'empressement qu'ils mettent à faire des À sorties, traduire. il n'y a rien quand même, hein, donc, Non, c'est vrai.
Je pense que si on suit la règle qu'un supplément de jeu de rôle se vend moitié moins que le livre de base, ils ont dû estimer qu'ils étaient satisfaits des ventes du triptyque, mais peut-être pas mais que ça valait pas forcément le coup de se précipiter pour tout traduire, parce qu'on a quand même, en France, en gamme officielle, on n'a quand même pas grand-chose. Mais justement, c'est pour ça que les Français ont tout à perdre à ce que l'OGL disparaisse, parce que finalement, le joueur français de Donjons et Dragons, bah, il vit un petit peu avec les produits éditeurs tiers. Hein. C'est-à-dire que quand même, mine de rien, on est bien content, même si moi je ne suis pas client à titre personnel, on est bien content que Agathe et BBE aient traduit plein de trucs, que là j'ai cru comprendre que c'est... Arcane Asylum avait annoncé qu'ils allaient traduire Humblewood, qui est une version de la 5e où on joue des animaux dans une forêt magique qui est super, qui a une excellente réputation. Pareil, c'est du pur produit OGL. On s'est beaucoup enthousiasmé. Il y a une hype italienne, puisqu'il y a eu Brancalonia et Agathe va sortir la version de l'Enfer de Dante pour la 5e édition. C'est des produits auxquels on a droit, nous les Français, parce que l'OGL existe. Si l'OGL n'existe plus, ça va devenir beaucoup plus compliqué. On va devoir se limiter à ce que va nous proposer Wizard. Et là, pour le moment, en termes de supplément, on est à quoi? 2-3 sorties par an? Oui, vraiment grand max, oui. Ouais. Et c'est sûr que je ne pense pas malgré tout que, en tout cas, le marché français ou européen. Alors, comme tu le disais à juste titre, les Allemands ont Die Schwarzauge, l'œil noir, hein, qui. Oui, le DD n'a jamais eu cette position de dominante Ouais. en Allemagne parce qu'ils ont leur œil noir, tout simplement. Ouais. C'est ça, absolument. Un noir avec lequel j'ai commencé le jeu de rôle personnellement il y a plus de 30 ans. Donc, une nouvelle ère se présente. Hein. En fin de compte, je crois que chaque journée va venir avec son lot. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, pour un petit peu synthétiser et clore le sujet pour aujourd'hui, parce que je Pour pense qu'on n'a aujourd'hui. Ouais. pas fini d'en reparler. Non, mais dès demain, après-demain, il y Voilà. aura des choses se seront passées. On est vraiment à quasiment du heure par heure avec C'est les. ça, c'est ça. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne. Vous verrez que très certainement, on aura l'occasion de repapoter avec Jean-Baptiste sur le sujet. Mais rappelons quand même qu'effectivement, le jeu de rôle, ça n'est pas Donjons et Dragons. Ça n'est pas que Donjons et Dragons. Je lisais un message de Jeff Richards hein, qui est chez Chaosium, notamment pour RunQuest, etc. Et qui s'étonnait du fait que, effectivement, les gens avaient. Je résume son propos, bien sûr, qui est un peu plus nuancé que ça, mais que les gens assimilaient un petit peu, si tu veux, le jeu de rôle à Donjons et Dragons. Mais il dit, mais pétard, mais prenez une. Bon, il dit pas pétard. Hein. Enfin, il dit prenez une boîte d'initiation à l'appel de Cthulhu, testez et vous allez voir. Il y a tellement d'autres choses. Alors, il prêche pour sa paroisse, c'est normal. Mais tu es d'accord avec ça? Le jeu de rôle, c'est pas que Donjons et Dragons. Mais alors, je vais te dire un truc, je vais même pas m'exprimer moi, mais je pense que justement, dans le sens où quelque chose va se passer, et parce que quelque chose s'est brisé, donc la confiance, en l'occurrence, les youtubeurs américains, les Dungeon Dudes, Oui, pèsent. je les adore. Je les Voilà. adore. Ils ont fait 2 millions de dollars Kickstarter. Hein. À chaque fois qu'ils sortent un supplément éditeur tiers, ils en ont sorti 2. Donc, ils ont 1 million de dollars de précommande sur Kickstarter. Ils ont une chaîne YouTube avec des chiffres qui font rêver. Hein. Ils ont une grosse communauté. Ils sont à peine en dessous de Matt Colville. Donc, c'est très grosse chaîne. Ils ont fait leur dernière émission, leur toute dernière émission. Alors non, leurs 2 dernières émissions. L'avant-dernière sur l'OGL, où ils ont abordé le sujet. Derrière eux, sur leurs étagères, où d'habitude il n'y avait que des suppléments dans Il y a le. tout. Là, on avait l'appel de Cthulhu, on avait Fate, on avait Savage World. Donc déjà, ils étaient vénères. Et eux, ils sont indirectement tenus par un non-dit closure agreement parce que leurs produits sont diffusés par Ghostfire Gaming, qui a un accord avec Wizard. Donc, ils ne pouvaient pas être beaucoup plus explicites. Ouais. Par contre, dans l'émission juste après, ils ont annoncé que pour 2023, ils allaient faire leur actual play, ils allaient essayer d'autres jeux. Et donc, notamment Pathfinder. Je pense que le message est quand même extrêmement clair pour une chaîne qui n'a quasiment à 99% fait que du Donjons et Dragons 5 depuis sa création, de dire en 2023, on va tester au moins 5 autres jeux de rôle. Je pense que le message est très clair de leur part et à mon avis, Wizard devrait garder ça en tête. C'est ça qu'ils ont perdu.
Et oui, c'est ça qu'ils ont perdu et que, de toute évidence, ils ne retrouveront pas. Bon, bah, écoute, mon cher, JB, je suis très content d'avoir eu ce brin de discussion avec toi sur ce sujet, dingue, 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 dingue et sur lequel on reviendra, tu es d'accord? Bah, bien sûr, le rendez-vous est pris. Tout à fait. Allez, ça roule. Bah, écoutez, en attendant, on espère que, bah, ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, hein, ce qui est en train de se dérouler et et qu'on vit, en direct. Donc n'hésitez pas à rester, connectés sur la chaîne. Je vous rappelle aussi Jeux de rôle Passion, le groupe, hein, Facebook, qui, accueille, chaque jour de plus en plus de monde. Et très Donc actif sur la question, puisque les membres oui. du forum, enfin du groupe Facebook Jeux de rôle Passion diffusent pas mal d'articles sur le sujet. Hein. Donc on est Absolument. dessus sur le groupe. Ouais. Absolument, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi, par exemple, dans les modérateurs, tu as Frédéric Sapp, que je salue, qui est un fan inconditionnel d'OSR et notamment de DCC, et qui, tout de suite a eu peur pour DCC en disant, «Ah là là» et d'ailleurs, effectivement, Goodman Games a fait une communication en disant: «Les gars, pas de panique, ce qui a été prévu, verra le jour» et cetera. Oui, Message mais très alors, rassurant, Goodman Games, c'est un cas très particulier parce qu'ils ont une relation privilégiée avec Wizard of the Coast. Hein. C'est ce qui historique. traduisent les Adventure Reincarnated, c'est-à-dire les anciennes versions, les anciens modules de donjons convertis à la 5e. Donc, en gros, c'est leur meilleur pote. Hein. Et Donc, oui, et traduit par Achilleos en France, hein, ouais, bon, c'est même ça. si le module, le temple élémentaire n'est pas traduit, c'est bien dommage, mais ils ont fait, Temple of Elemental Evil, ils ont fait, Ah, ils Lost en ont fait plein, City, ils en ont ils fait ont fait plein, Lost ouais. City, ils en ont fait plein. Et donc, ils ont un accord. Enfin, Goodman Games a historiquement une très très bonne relation avec Wizard. Et c'est pour ça que je pense que DCC n'a jamais été dans Très les. inquiété. En tout cas, c'est vrai que leur message sur leur site était plutôt rassurant, plutôt détaché. Donc, ceci peut expliquer cela. Bon, les amis, on vous dit à très bientôt. Tout ça ne vous empêche pas de lancer moult des 20 ou qui sait, moult des 100. Et puis, on se dit à très bientôt sur la chaîne avec Jean-Baptiste. À très bientôt. Salut, Harry.